Merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. « 163e jour de génocide sur Gaza. 92 Palestiniens meurent dans 9 massacres commis par l'armée de l'occupation durant les dernières 24 heures. Gaza, où un enfant de moins de 2 ans sur 3 souffre de malnutrition aiguë, déplore l'UNRWA. Après les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être contraints à partir du Niger. Le pays dénonce avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis et affirme que la présence américaine est illégale. Élection présidentielle en Russie, 3e et dernier jour de scrutin pour les moscovites, alors que l'opposition tente de barrer la route sans succès au président sortant Vladimir Poutine. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, cela fait maintenant 163 jours que se poursuit le génocide sioniste sur Gaza dans l'impunité la plus totale. Rien n'arrête les forces de l'occupation, pas même le mois béni du Ramadan. 92 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de nouveaux massacres sionistes au cours des dernières 24 heures. La nuit n'a pas été facile pour les agents de la défense civile palestinienne. Après les différents bombardements qui ont ciblé l'enclave palestinienne, les secouristes ont réussi à extraire plusieurs personnes des décombres, mais un nombre indéterminé de corps reste pour l'heure bloqué. Au moins 61 personnes sont mortes, dont des femmes et des enfants, dans des dizaines de frappes nocturnes de l'armée de l'occupation contre la bande de Gaza. Parmi elles, on retrouve 12 membres de la famille Tabet, dont l'habitation a été touchée à l'aube par les bombes dans le quartier de Bishara à Der el-Balah. Et suite à ces bombardements, les habitants du quartier sont revenus sur les lieux pour inspecter les décombres et tenter de retrouver une fois de plus des survivants sous les ruines. Honnêtement, qu'attendent-ils de nous pour la tuer? Il n'y a plus d'enfants à Gaza. Si nous voulons reconstruire Gaza, il nous faudra de nombreuses années. Regardez la maison qui a été détruite. Il ne reste rien. Elle est morte. Il ne reste que sa robe. C'est le plus beau cadeau qu'elle nous ait fait. Les Israéliens sont fiers de tuer des enfants. Si nous tuons des enfants, ils commettront un massacre contre nous. Comme vous le voyez aujourd'hui, ils commettent des massacres contre nous parce que nous avons tué leurs enfants. Nous sommes tués tous les jours. Que dirons-nous de nous-mêmes? Que direz-vous de nous? Chaque jour, nous nous retrouvons en morceaux. La maison a été détruite, comme vous le voyez, tuant environ 12 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Les Juifs prétendent que le nombre de femmes et d'enfants morts est exagéré, qu'ils aillent à l'hôpital et vérifier de leurs propres yeux. En plus des bombardements, l'armée sioniste continue également ses attaques terrestres à Khan Younes et fait là encore de nombreuses victimes. Les Palestiniens n'ont aucun répit. Ils vivent dans la peur et l'angoisse et s'attendent à mourir d'un instant à l'autre.
Le bilan de l'agression sioniste passe à 31 645 martyrs et 73 676 blessés, rapporte ce dimanche le ministère palestinien de la Santé. C'est sans compter le nombre important de victimes palestiniennes qui se trouvent encore sous les décombres et qui seraient au minimum 8 000 d'après la défense civile. Sachez également qu'un enfant de moins de 2 ans sur 3 souffre désormais de malnutrition aiguë dans le nord de l'enclave palestinienne. C'est ce que déplore l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Un Palestinien qui ajoute donc que la famine se profile à l'horizon dans l'enclave. Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse Wafa, l'UNRWA a indiqué samedi que la malnutrition infantile se propage rapidement à des niveaux sans précédent à Gaza. Et dans l'espoir d'avoir de quoi rompre le jeûne, plusieurs Palestiniens font la queue quotidiennement pour obtenir de la farine dans un centre de distribution de l'UNRWA dans la partie ouest de Gaza. Nous espérons que les entités qui fournissent ces aides telles que la farine les distribueront d'une manière qui garantisse la préservation de la dignité des citoyens. Nous espérons que cette guerre prendra fin, que nous jouirons de la sécurité, que mon mari reviendra auprès de moi et qu'ils fourniront de la nourriture à la population. Et puis des médecins volontaires ont improvisé un centre médical dans un camp de personnes déplacées dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où l'absence d'hôpitaux opérationnels, les pénuries de médicaments et de nourriture, les conditions sanitaires désastreuses ont conduit à la propagation de nombreuses maladies et à l'aggravation de l'état des patients. Nous disposons d'une équipe médicale complète composée de 4 médecins, 4 infirmières et 4 pharmaciens. Nous avons créé cette structure médicale de manière indépendante, puis elle a été parrainée par le Croissant-Rouge. Actuellement, nous recevons entre 300 et 600 patients par jour. Il est impossible pour les hôpitaux d'accueillir un tel nombre de patients. Nous opérons dans un camp qui abrite environ 1 million ou 1,3 million de personnes. Les médicaments que nous recevrons s'épuisent très rapidement. Nous recevons des médicaments pour une semaine, mais elles s'épuisent en une seule journée. Nous sommes confrontés à des pénuries de médicaments, en particulier de médicaments pédiatriques. Il y a beaucoup de patients dans le camp. Tous les enfants souffrent de malnutrition et de la présence généralisée de l'hépatite A. Les enfants ont besoin d'aliments riches en sucre, comme les dattes, qui sont actuellement indisponibles. Nous connaissons une grave pénurie de lits d'examen. Tous les patients sont reçus sur un seul lit. En outre, nous manquons d'aliments pour diabétiques, qui sont essentiels pour les patients nécessitant des traitements quotidiens. Et nous ne sommes pas en mesure de les fournir. Nous sommes donc contraints de les transférer à l'hôpital koweïtien qui n'accueille plus de patients. Les camps de Rafah où la crise des ordures s'ajoute au désespoir des rescapés. Les égouts sont infestés de moustiques qui piquent les gens et qui transmettent les infections à d'autres, explique un Palestinien vivant dans un camp de fortune où les déchets s'accumulent et menacent la santé des habitants. Regardez. Nous souffrons d'odeurs nauséabondes et de maladies chez les enfants qui sont toujours enrhumés. Ils ont besoin d'hôpitaux, mais nous n'avons plus d'hôpitaux ni de médecins. Les égouts sont infestés de moustiques qui piquent les gens et transmettent des infections à d'autres. Nous souffrons d'un manque de nourriture et de boissons. On voit des enfants porter de l'eau douce et de l'eau salée pour
pour la porter au tonte. Cette souffrance, nous l'endurons jour après jour, instant après instant, et nous espérons retrouver nos jours d'antan dès que possible. Et face à la crise humanitaire, l'ONG Human Rights Watch a appelé ce dimanche sur la plateforme X la communauté internationale à imposer des sanctions contre l'entité sioniste pour l'irrespect des mesures provisoires exigées par la Cour de justice internationale de La Haye. Rappelez-vous, dans un premier verdict rendu le 26 janvier dernier dans l'affaire opposant l'Afrique du Sud à l'entité sioniste pour génocide à Raza, la CIJ avait ordonné à l'occupant sioniste de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide contre les Palestiniens, dont notamment le ciblage de civils. Et toujours dans le même dossier, il faut savoir que les Palestiniens de Cisjordanie occupée ne sont pas épargnés alors que les violences et la répression se sont intensifiées depuis le 7 octobre. La situation empire durant le mois de Ramadan, à l'exemple de la région de Naplouse où l'occupation sioniste accentue la pression sur les habitants. Et au moins 27 Palestiniens, dont une femme de Raza, un enfant, un blessé et d'anciens prisonniers, ont été arrêtés ce dimanche par les forces d'occupation lors d'incursions militaires dans différentes régions de Cisjordanie occupées, ce qui porte le nombre total de prisonniers à environ 6630, le nombre donc total de personnes justement arrêtées depuis le 7 octobre, injustement arrêtées. Toujours en Cisjordanie occupée, au moins 435 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces de l'occupation sioniste. Selon des sources palestiniennes, un Palestinien a été tué samedi alors qu'il se trouvait dans un cimetière de la ville d'Al-Khalil. Voilà donc en ce qui concerne le génocide qui se déroule à Raza. Dans l'actualité également, Ursula von der Leyen rencontre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire pour la signature d'un accord de partenariat pour 7,4 milliards d'euros entre l'Union européenne et l'Égypte. Il comprend 5 milliards d'euros de prêts, dont 1 milliard versé avant fin 2024, 1,8 milliard d'investissements, 400 millions d'aides pour des projets bilatéraux et 200 millions d'aides pour des programmes portant sur les questions de migration. Cet afflux de fonds qui s'étalera jusqu'à fin 2027 est une bouffée d'air pour l'Égypte qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie à Aqaba lors d'une visite destinée à faire pression pour que davantage d'aide soit acheminée vers la bande de Raza. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré que la situation en Syrie est extrêmement difficile, affirmant que tous les indicateurs pointent dans la mauvaise direction. C'était à l'issue d'une réunion avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal al-Maqdad, dans la capitale Damas. Comme vous le savez tous, la situation en Syrie est extrêmement difficile. Je pense que tous les indicateurs pointent dans la mauvaise direction, qu'il s'agisse de la sécurité, de l'économie ou du processus politique. En tant que Nations Unies, nous continuerons à travailler sur l'augmentation du financement. Mais nous savons tous que pour pouvoir relever le défi de la sécurité, le défi économique, nous avons besoin de progrès sur le front politique. Et j'ai bien peur de n'avoir rien de nouveau à vous annoncer à ce sujet. And I'm afraid I have nothing new to report to you on that. Retour sur le continent à présent. Nous le disions en titre, les relations diplomatiques et militaires du Niger avec les États-Unis sont au plus bas. Après les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être contraints à quitter le pays. Les autorités nigériennes ont dénoncé hier samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012. Ils affirment que la présence américaine était illégale.
Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. Le Niger a dénoncé l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, accord signé donc en 2012, alors que les Américains disposent aujourd'hui d'environ 1 millier de soldats dans le pays. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Au Nigeria, cette fois-ci, plusieurs responsables politiques et de la société civile ont appelé à la retenue dimanche au lendemain de l'annonce de la mort de 16 militaires tués dans l'état pétrolier du Delta dans le sud où ils étaient déployés pour une mission de conciliation entre deux communautés. Craignant une escalade de la violence, le sénateur de l'état du Delta a appelé au calme les factions en conflit dans un communiqué. Toujours sur le continent, au Sénégal, 2 jours après leur libération de prison, l'opposant Ousmane Sonko et son second et candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, font campagne à Ziguinchor, dans le sud du pays. À propos d'élections, sachez que l'élection des membres du Conseil national des régions et des districts, deuxième chambre parlementaire en Tunisie, aura lieu le 27 mars courant. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Les résultats seront donc proclamés juste après la fin des opérations de dépouillement des voix. En mer Méditerranée, 71 migrants ont été secourus samedi soir par le navire d'urgence de l'ONG Life Support. Après avoir reçu le signal d'un téléphone, une équipe de secours a été dépêchée sur place, mais en raison de l'obscurité, il a fallu environ 3 heures pour localiser les migrants, a indiqué l'association. Le 16 au soir, nous avons procédé au sauvetage d'un bateau en détresse avec 71 personnes à bord. Le rapport nous est parvenu d'un téléphone d'alarme et nous nous sommes immédiatement mis à la recherche du bateau en détresse. La phase de recherche a duré 3 heures et dès qu'il a été repéré près du pont, nous avons immédiatement mis les canots à l'eau avec l'équipe de secours. Atteint le bateau en détresse, l'avons stabilisé et avons donné des gilets de sauvetage. C'était un bateau en bois. Il était déséquilibré d'un côté et était dans un état précaire. Nous avons immédiatement sécurisé les naufragés et les avons emmenés au Life Support où ils ont été pris en charge par notre équipe médicale. Et direction le vieux continent, à présent en Russie. Les moscovites ont voté au dernier jour de la présidentielle russe pour laquelle Vladimir Poutine est grand favori. Ils étaient nombreux à se rendre aux urnes pour ce scrutin alors que l'opposante Yulia Navalnaya, veuve d'Alexeï Navalny, a appelé les manifestants à se présenter en grand nombre à midi, heure de Moscou, pour encombrer les bureaux de vote.
Et puis aux États-Unis, en campagne dans l'Ohio, l'ancien président américain Donald Trump a affirmé que lui, contrairement au président Biden, protégera la sécurité sociale s'il l'emporte l'élection présidentielle de novembre prochain. Donc dans le pays, Trump qui s'est exprimé samedi lors d'un événement visant à soutenir le candidat républicain de l'Ohio pour un siège au Sénat, Bernie Moreno, mais il a plutôt utilisé sa tribune pour lancer des attaques à l'endroit de son rival Joe Biden. Le contribuable américain qui travaille dur aura un nouveau combat à la Maison-Blanche. Il s'agit des dépenses sociales de Biden. Votre sécurité sociale va disparaître. Vous savez, ils ne le disent pas, ils ne le disent jamais, ils ne le feront pas. Vous ne pourrez pas avoir de sécurité sociale avec ce type au pouvoir parce qu'il détruit l'économie de notre pays. Et cela inclut Medicare, en passant par les personnes âgées qui vont avoir de gros problèmes. J'ai fait la promesse que je conserverai toujours la sécurité sociale et Medicare. Nous les conserverons toujours. Nous ne le réduirons pas. L'escalade du conflit armé en Haïti entre les gangs criminels et les forces de sécurité nationale a plongé la capitale du pays, Port-au-Prince, dans des émeutes et laissé les touristes et les habitants bloqués dans le désespoir. Retour donc sur cette situation avec Amala Méziane-Zitouni. Ils sont nombreux à avoir du mal à quitter un pays déchiré par la violence, là où des gangs anti-gouvernementaux ont déjà fermé l'aéroport international de Cap-Haïti. Parmi eux, Elie Mandelus, venu en Haïti pour se marier. Il se retrouve coincé dans ce pays à cause des vols annulés. Je suis venu pour me marier, j'ai séjourné dans un hôtel, mais je n'avais pas un gros budget pour rester aussi longtemps. Mon budget était centré sur mon mariage, ensuite je devais retourner travailler. Une situation si compliquée qu'Elie Mandelus, le touriste américain, risque son poste de travail en Floride. Son employeur menace de le licencier s'il ne revient pas rapidement. Mon employeur menace de me licencier. J'ai 2 emplois aux États-Unis. L'un de mes employeurs m'a dit que ma place était assurée. Je peux attendre la reprise des vols, mais l'autre me donne un délai d'1 mois, car ils sont en carence d'employés et je devais être promu comme superviseur sous peu. Les groupes armés ont perturbé l'approvisionnement en carburant, empêchant les camions-citernes d'entrer dans le terminal pétrolier stratégiquement important de Vareux et laissant les stations-service désertes. La crise du carburant a entraîné une augmentation significative des coûts de transport, imposant un fardeau encore plus lourd à la vie quotidienne des citoyens. Sonny Azemar, président du syndicat des chauffeurs de taxi à l'aéroport international du Cap haïtien, est frustré et inquiet face à la montée en flèche des prix du carburant et à la baisse du nombre de passagers. L'aéroport est fermé, il n'y a pas de trafic. Il faut qu'il y ait des passagers pour qu'on puisse avoir notre gagne-pain. Mais vu l'annulation des vols, toutes les activités sont paralysées. Non seulement on achète l'essence très chère, et en plus on n'a plus de passagers. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, des gangs et des groupes criminels ont pris leur quartier dans un pays déjà rongé par la pauvreté. Depuis fin février, ces mêmes bandes armées attaquent des institutions publiques, notamment les commissariats de police de la capitale, les académies de police et l'aéroport international, exigeant la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry. Ce dernier qui a d'ailleurs annoncé le 12 mars qu'il démissionnerait une fois qu'un conseil présidentiel de transition serait créé, selon les médias locaux. Et les États-Unis tentent justement d'organiser un vol charter pour évacuer leurs ressortissants d'Haïti. L'évacuation devrait avoir lieu à partir de la 2e ville du pays, Cap-Haïtien. L'aéroport de la capitale dont les bandes armées ont tenté de s'emparer reste enfermé. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.